Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je réalise une vidéo en compagnie de Sylvain Durin. Sylvain Durin dont je vous avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Sylvain, bonjour. Salut Charles et bonjour à tous. Et je reçois Sylvain aujourd'hui pour son projet de livre, de publication, dont le titre est L'histoire du père, un titre provisoire en tout cas. Et j'en profite dès à présent pour vous signaler que donc ce livre est en préparation et que pour aider Sylvain à le rédiger dans les meilleures conditions, vous avez la possibilité de le précommander sur le site Ulule, site participatif, donc le lien est dans la description. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot là-dessus, sur cet aspect pratique ? Ouais, alors en fait, si les téléspectateurs, enfin les youtubeurs peuvent soutenir, ça m'aidera en fait à me libérer du temps. Parce que c'est un livre qui demandera énormément de temps, parce que c'est un livre très global et très général sur l'histoire du père. Ça touche des points très nombreux. Et sans ce financement-là, je ne pourrais sans doute pas l'écrire. Voilà. Donc, on réalise également cette vidéo non seulement pour vous dire un petit peu ce que vous risquez de trouver dans ce livre, mais si le sujet vous intéresse, c'est vraiment dans le livre que vous aurez toutes les informations. Et c'est un projet, je trouve, personnellement, suffisamment important, précieux et utile pour vous le faire connaître. Donc, n'hésitez pas à contribuer. Et surtout que c'est une contribution où vous recevez le livre. Hein, c'est pas simplement un don. Vous précommandez le livre et Sylvain, comme ça, peut le réaliser. Alors, Sylvain, toi, donc on va se tutoyer puisqu'on se connaît. Hein, on va pas faire semblant. Tu es d'abord réalisateur de films, ouais, de documentaires et également auteur. Exactement, donc j'avais mon premier livre, c'est sur le même sujet que tu avais lu d'ailleurs, oui, sur la mort de la figure paternelle, où j'utilisais le cinéma comme exemple, qui s'appelait Le sang du père. Ensuite j'ai écrit d'autres livres, jusqu'à la réalisation il y a 2 ans d'un documentaire éponyme, Le sang du père également. Et là, le livre que j'aimerais écrire, c'est la suite logique de tout mon travail depuis maintenant presque 10 ans, oui, sur cette question. Voilà. C'est pas un sujet que tu découvres d'avant-hier, c'est un sujet sur lequel tu travailles depuis des années. Et donc ce livre, si je comprends bien, ce serait l'aboutissement de tout ton travail de recherche sur ce thème. Exactement. Et en fait, l'un des objectifs principaux du livre, ce serait de redéfinir, ce qui est très mal compris aujourd'hui, sont les termes de patriarcat et de matriarcat. Parce que c'est des termes qui ont été un peu gravés dans le marbre à une époque où, par exemple, la foi et la spiritualité n'étaient pas du tout prises en compte, et étaient même rejetées comme un signe des temps anciens, de l'obscurantisme, etc. Ouais. Et moi, mon objectif, c'est d'allier 3 points qui seront analysés tout au long de mon livre pour définir le patriarcat et le matriarcat. C'est d'abord l'aspect familial, donc comment ça se passe dans les familles, quelle structure familiale dans quel pays, et pourquoi, est-ce que c'est une famille nucléaire, est-ce que c'est une famille souche, est-ce que c'est une famille communautaire, etc. Donc ça, c'est travail d'anthropologue, je dirais, de base. Ouais. Ensuite, la deuxième sphère, si on peut dire, c'est la sphère politique. Est-ce que c'est un roi? Est-ce que c'est un président? Comment est-ce qu'il est élu? Par qui il est élu? Est-ce que c'est un empereur? Quelle relation il a avec son peuple, etc. Et le troisième, qui pour moi est assez nouveau dans l'anthropologie, c'est la spiritualité. Quelle est la spiritualité qui domine la politique et la famille? Est-ce qu'il y a des liens transcendants entre les 3 sphères ou pas? Dans quel cas est-ce qu'on peut dire que c'est du matriarcat ou du patriarcat? Voilà, c'est ça en globalité l'objectif de mon livre. Donc, à t'entendre, la figure du père, l'histoire du père, ça ne concerne pas simplement le père du point de vue familial. Ça embrasse d'autres domaines de l'existence. Et ça ne se réduit pas simplement à cette approche purement anthropologique sur la famille, sur l'histoire de la famille et le rôle du père dans la famille. Ça va bien au-delà, donc tu m'as dit familial, politique et spirituel. D'accord. Donc... Sachant que, bon, je ne donne pas mes conclusions tout de suite, mais on se rend compte que le spirituel irradie en réalité la politique, qui irradie elle-même la famille. D'accord. Donc il y a une continuité finalement entre ces différents domaines. Exactement. Alors il y a des renvois d'ascenseurs, etc. Ouais. Ça, je l'expliquerai dans le livre. Ouais. Mais je peux donner un exemple, si tu veux bien, d'une communauté primitive, parce que je pars de là en fait dans mon livre. C'est l'étude des communautés primitives. Et il y en a une que j'aime bien citer, c'est celle des Trobriandais. Donc c'est une île au nord-est de la Nouvelle-Guinée. Très bien, je ne connais pas. Qui a été analysée et étudiée par un anthropologue, Malinowski, il s'appelle. Et là, on va pouvoir voir que, en fait, une société matriarcale,
elle ne l'est pas seulement parce que c'est soi-disant la femme qui dirige. Ouais. Elle l'est aussi parce que la mythologie de cette peuplade, de cette tribu, est en concordance avec ce principe. D'accord. Donc tu vas peut-être par la même occasion pouvoir redéfinir un peu ce qu'est le matriarcat pour Exactement. que chacun puisse comprendre de quoi on parle. Exactement. J'ai analysé plusieurs points qui font vas-y, ce qu'est le matriarcat. je te laisse la parole. Donc le premier niveau, le niveau familial, c'est le niveau qui saute le plus aux yeux et qui est le plus facile à voir. Donc là, je cite le livre de Malinowski qui s'appelle La paternité dans les peuples primitifs. Quelque chose comme ça à vérifier. Okay. Donc, il raconte, nous trouvons une société matrilinéaire où la descendance, la parenté et toutes les relations sociales sont considérées uniquement à partir de la mère, où les femmes détiennent une part considérable dans la vie tribale, où elles occupent une position clé au cours de certaines activités économiques, cérémonielles et magiques. Ça, il faut déjà bien retenir. Économique, cérémonielle, magique. Il y a la vie en communauté, l'économie, les échanges. Ouais. Il y a aussi la cérémonie, la religion, et il y a le magique. Ça, c'est des points qui vont amener vers mon concept de matriarcat sacrificiel. Donc, il continue. Ceci influence tout aussi profondément la vie érotique que l'institution du mariage. Bon, je vais pas tout lire, parce que ce serait beaucoup trop long, mais là, on peut voir la première strate. Ouais. C'est la femme qui dirige. Donc, on peut se dire, bon là, on sent qu'il y a peut-être un côté matriarcal. Mais est-ce que ça suffit? C'est une question, parce que c'est vrai que quand on définit généralement le patriarcat, on le définit comme étant le pouvoir du père, pater. Matriarcat, on a tendance à la définir comme le pouvoir de la mère. Donc, ce que tu vas nous dire, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Exactement. Donc, j'ai essayé, c'est ce que je ferai dans le livre, de creuser derrière les apparences, en fait. Et on verra que c'est pas parce qu'il y a l'homme fort ou le père autoritaire que nous sommes dans une société patriarcale. C'est même parfois totalement l'inverse. Okay. Donc, là, je vais beaucoup plus loin dans le livre, et on va voir la troisième partie, qui est la partie spirituelle, qui est pour moi la partie fondamentale. Avec un point qui s'en dégage, c'est la vision cyclique de l'histoire. C'est un des points fondamentaux de ce que j'appelle le matriarcat sacrificiel. Donc là, dans mon livre, on va pas mal voyager en fait dans différentes communautés et dans différentes mythologies. Donc, moi, et retrouver cette vision cyclique. Exactement. Dans ces différentes communautés. Donc la vision cyclique serait une des caractéristiques du matriarcat. Exactement. Donc là, je vais citer trois petites parties du livre. Donc là, on est dans la mythologie des Trobriandais, je le rappelle. Donc, après la mort, l'esprit va à Touma, l'île de la mort, où il subit une existence très agréable. À chaque fois que l'esprit vieillit, un processus de rajeunissement va alors se mettre en place et va symboliser le pouvoir désirable de regagner une jeunesse qui jadis a égayé l'humanité entière, à un moment où nos ancêtres vivaient encore sous la terre et n'avaient pas émergé à la surface. Donc là, on a, après la mort, l'esprit continue à vivre, il va sur une île, qui est pour eux le début de l'humanité, se reposer, vivre une existence très agréable, pour ensuite revenir. C'est quelque chose c'est l'immanence, quoi. Il n'y a pas de transcendance, c'est l'immanence. Ouais. Ça aussi, c'est un point très important, l'immanence, ce sera un des points du matriarcat sacrificiel, tandis que la transcendance sera du côté du patriarcat. Donc je continue. En fait, là, on va voir comment naissent les Trobriandais. C'est le processus de naissance officiel, mythologique. D'accord, c'est la généalogie de cette communauté. Exactement. Donc lorsqu'un esprit devient las de ses continuels rajeunissements, après avoir mené une longue existence en dessous, il ressent l'envie de revenir encore une fois à la vie. Et alors, d'un bond, il retourne loin en arrière en âge pour devenir un enfant non encore né. Je rajoute, et on expliquera après, ces esprits rajeunis, ces petits bébés préincarnés, sont la seule source à partir de laquelle l'humanité puise ses nouvelles réserves. L'enfant non encore né trouve le chemin vers les îles Trobriandaises, et là un chemin direct vers l'utérus d'une femme, mais toujours celui d'une femme qui provient du même clan de l'enfant esprit lui-même. Il faut souligner, c'est très important, et là on voit qu'il y a un lien entre spirituel, politique et familial, que l'enfant est toujours vécu comme un cadeau venant d'un ancêtre du clan maternel. C'est-à-dire que l'enfant imaginons l'esprit d'une arrière-grand-mère, va sur l'île de Tuma, il passe des années paisibles, et puis a envie de revenir, parce qu'elle a peut-être quelque chose à refaire sur Terre, et va être un cadeau va être comme la résurrection, si on veut, la régénérescence de cette arrière-grand-mère,
qui va aller directement dans l'utérus de la femme et engendrer un nouvel enfant. Et là, on voit que le père n'existe pas. N'existe pas. Et ce qu'on remarque ici, c'est une forme d'auto-perpétuation, en fait, de cette communauté, donc d'où l'idée de cycle, et de manière indéfinie, de manière perpétuelle. De manière perpétuelle, oui. Exactement. Donc ça m'a, quand j'ai lu ce livre, Oui. j'étais dans mes recherches sur la figure du père depuis des années, comme on l'a dit, et je me suis demandé quel rôle physiologique a le père dans Oui. cette histoire. Là, tu as mis l'accent sur le rôle de l'utérus, donc de la femme, dans cette perpétuation. Exactement. Dans l'accomplissement du cycle. Exactement. Et on se rend compte quand on creuse, c'est Malinowski qui le raconte, que le père, bon, le père déjà n'existe pas tel que nous on le conçoit, mais c'est encore pire, il n'a aucune connaissance de son rôle physiologique dans la mise au monde de l'enfant. Et donc on est dans une société là, c'est la société matriarcale par excellence. Par excellence, oui. Voilà. Et ce qui est très intéressant aussi dans cette société, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres, hein, là je prends celle-ci parce qu'elle est facile d'accès, sa mythologie est simple, il y a des choses un peu plus compliquées. Parce que bon, l'homme existe dans cette communauté, alors quel rôle il a? Et c'est là où c'est très intéressant, parce que le mot père n'existe pas. Il y a seulement ils appellent ça le tama. Tama. Le Okay. tama, T-A-M-A. Et c'est en fait la relation entre un enfant et un homme. Et souvent, c'est une relation entre un enfant et le frère de la mère. Le frère de la mère, d'accord. Donc l'oncle maternel, c'est aussi un point très important à retenir pour la société matriarcale. Et donc on ne parle jamais de père, on parle toujours de relation avec un homme. Donc l'image du père est totalement absente. Oui, il n'y a pas la notion de filiation avec le père n'a pas de sens alors du coup. Exactement. C'est la mère qui porte, qui met au monde, et l'homme qui intervient, il a lui-même un lien filial et familial avec la mère en fait. Exactement. Et son rôle sera un rôle de protection. C'est des peuplades très guerrières hein, qui sont là pour protéger les enfants, pour aller à la chasse. Donc à ce stade-là de ton développement, est-ce que tu peux faire un petit résumé de ce que ça apporte pour bien comprendre ce qu'est le matriarcat et ne pas le définir comme on le fait aujourd'hui comme étant juste le pouvoir de la femme ou le pouvoir de la mère? Qu'est-ce que ça implique, et au niveau spirituel notamment? Alors ça implique un autre point que je voulais aborder. Ça peut paraître un détail quand on lit le livre de Malinowski, mais moi qui suis je me considère comme girardien, c'est-à-dire dans la filiation de René Girard, il y a un détail qui m'a tout de suite frappé. C'est qu'il est très mal vu de dire à un enfant, tiens, c'est étrange, c'est ce qu'a fait Malinowski sur place, tiens, c'est étrange, tu ressembles à ton père. Parce que forcément, il y a des ressemblances physiques. Physique, ouais. Et c'est très très mal vu. Ça peut même être un signe de combat et de mise à mort. Une injure. Provocation. Parce que dans la grille de lecture de René Girard, on voit qu'il se crée ce qu'il appelle, enfin ça vient d'un psychiatre qui s'appelle Batson, le double mind, c'est-à-dire le double monstrueux. Oui. Ça c'est un des signes fondamentaux du matriarcat sacrificiel. C'est la mise en relation de doubles, de jumeaux, qui vont créer toujours cette vision cyclique et qui vont créer la violence. Et c'est ce qui explique pourquoi les sociétés matriarcales sont violentes. Et donc là, cette société refuse le cycle entre un père et son fils. Pourquoi? Et ça, c'est une de mes grandes thèses dans mon livre. C'est que ce rapport mimétique entre un père et son fils les ferait sortir du matriarcat primitif et les emmènerait vers autre chose. Oui. Il faut qu'on reconnaisse le cycle entre une mère et son enfant, parce que ça reste dans le clan, ça reste dans le matriarcat sacrificiel. Mais si on commençait à dire que le père, il y avait une ressemblance et un double mimétique avec son père, on sortirait complètement de cette anthropologie-là pour arriver vers autre chose. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ça sera développé dans le livre. Ça sera développé dans le livre, d'accord, oui. Donc, la communauté dépend de la reconnaissance de ce lien unique entre la mère et l'enfant, dont le père est exclu. Exactement. Alors, si tu veux, on peut essayer de voir les différents points de ce qui forme le matriarcat sacrificiel. Alors, il y a énormément de questions évidemment qui se posent, et je pense que ceux qui nous regardent se posent plein de questions en t'écoutant. Donc je vais quand même te laisser dérouler pour que
voilà, tu puisses suivre ton propre cheminement de démonstration. Sauf si tu as une question là, puis je ferai... Bah disons, je pense que les questions vont venir au fur et à mesure, et puis là je te laisse exposer, puis comme ça, si jamais j'ai des questions ensuite, j'hésiterai pas à te les poser. Donc là, je passe énormément de points dans mon travail pour arriver quasiment à une espèce de mise à plat de ce que seraient les points du matriarcat sacrificiel. Je dirais pas tout, mais j'en dis déjà assez pour que les gens... un petit descriptif. Voilà, un petit descriptif de point par point. Donc, une définition du matriarcat sacrificiel pourrait voir comme point la vision cyclique de l'histoire, voilà. On l'a vu. La souveraineté du pouvoir aux femmes, on l'a vu. Elles sont déifiées parce qu'il y a une ignorance de la paternité physiologique. C'est très important. L'absence du père tel que nous le définissons, on l'a vu, c'est le tama, où il n'y a pas de relation au père directe. Le rôle important de l'oncle maternel. Alors, la tanistrie, directe ou indirecte, ça on y reviendra après. Le rôle magique et guerrier de la femme, on l'a vu aussi. Ce qui induit l'héroïsation de l'homme. Tu te souviens, on en parlait dans notre conférence à Reims. C'est vrai. Que l'héroïsation était un signe du matriarcat. Déjà à l'époque, on avait mis le point là-dessus. Le double mind, qu'on peut traduire par le double monstrueux généralisé, ce qui induit une violence généralisée. Et ensuite, le jumelage entre politique et spiritualité et guerre. Le fait qu'une même personne ait le pouvoir politique, le pouvoir spirituel et le pouvoir guerrier. Donc là, il y a encore d'autres choses à dire là-dessus. Mais on a des indices forts sur ce qu'est le matriarcat sacrificiel. Alors bon, j'ai plusieurs questions, je vais en sélectionner quelques-unes. L'idée que la femme donc serait déifiée, si j'ai bien compris, c'est-à-dire elle aurait une relation particulière au divin, je le comprends comme le fait que la femme porte un enfant, mais vu que le père est exclu, c'est pas le père qui est la cause de cet enfant, mais c'est finalement la mère seule qui reçoit cet enfant. Alors est-ce qu'on peut dire qu'elle le reçoit comme une espèce d'offre divine? Je sais pas comment on peut le définir pour que ce soit compréhensible en tout cas. Ouais, bah c'est un peu ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'elle elle ne le crée pas elle-même. Voilà. Elle le reçoit des anciens. Voilà. Donc elle le reçoit des dieux. Elle le reçoit des dieux. Donc elle est déifiée. Voilà. Ouais. Et donc le lien n'est pas fait entre le père biologique, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un rapport sexuel pour qu'il y ait ensuite procréation. Ouais. Ça n'est pas pris en compte. Alors qu'est-ce qu'on dirait par exemple à des gens qui auraient une lecture très, disons, matérialiste en fait de cette manière de voir, de cette vision du monde, qui diraient mais c'est parce qu'ils ignoraient sans doute comment fonctionnait la reproduction et que donc ils ont inventé une sorte de mythologie pour l'expliquer. Toi, j'imagine que ça va au-delà de ça, c'est pas simplement une croyance de personnes qui n'avaient rien compris. Alors moi, ce genre de réflexion ne me gêne pas du tout en fait, parce que je serai le premier à expliquer dans mon livre qu'il y a des retours. Il y a une immanence, donc la vie réelle nourrit les dieux comme les dieux nourrissent la vie réelle et nourrissent la politique entre les deux. Donc ça ne me pose véritablement pas de problème. Mais effectivement, c'est plus compliqué que ça parce que c'est pas seulement parce que l'homme n'est pas au courant de son rôle qu'on est dans une société matriarcale. Ça ne suffit pas. Oui, bien sûr. C'est ça que je vais essayer d'expliquer, c'est que il faut absolument faire ces liens entre le spirituel, la politique et la vie familiale. Le problème de l'anthropologie, moi j'ai eu la chance de ne pas faire d'études d'anthropologie, donc là-dessus je suis un autodidacte, donc je n'ai pas été entre guillemets pollué par les idéologies de l'époque. Et ce qui fait que j'ai décidé, à la manière de René Girard, de prendre les textes mythologiques au sérieux. Oui, c'est faire l'anthropologie de la mythologie. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même une grande caractéristique. On va pas faire le procès des sciences humaines, on n'est pas là pour ça, mais non, pas du tout. Il y a une tendance récurrente à partir du principe que les sociétés qu'on étudie sont des sociétés sous-évoluées et à interpréter leur mode de vie, leur rituel, à la lumière de ce présupposé. Tout à fait. Donc de s'interdire finalement de chercher à comprendre et à aller plus loin. Et ça a donné en plus deux sens qui sont pour moi, ça fait aussi, c'est un genre de double mind intellectuel, de double monstrueux intellectuel. C'était les pauvres petits des tribus, des Trobriandais ou je ne sais quoi, ils se sont inventés des rêves, des mythes, etc. pour sublimer leur manque de conditions matérielles. Et puis il y avait l'autre, mais c'est nous dans notre lecture qui avons mis tous la lecture un peu psychologisante, tous nos problèmes, tous nos affects dans ces tribus qui n'ont rien demandé à personne, etc. Ce sont les bons sauvages, etc. Donc moi, je serais un peu entre les deux. Voilà, entre aucun des deux écueils, mais plutôt une voie, une troisième voie. En tout cas, c'est ce que j'essaierai de mener à bien. Très bien.
Bon, alors je pense qu'on a bien compris maintenant au niveau des caractéristiques de ce matriarcat. Alors, matriarcat sacrificiel, est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce qui vaut cette dénomination, pourquoi sacrificiel? Alors pour deux raisons. La première, c'est que j'ai voulu la détacher de matriarcat, parce que aujourd'hui matriarcat, ça a une définition qui n'est pas la mienne, mais que je suis obligé d'accepter, parce qu'elle est là depuis très longtemps. Tu vas pas faire comme Spinoza qui va redéfinir Dieu pour en parler, tu admets que le mot a un sens et donc tu le... Je suis obligé du coup de l'étayer de cet adjectif sacrificiel, qui me permet plusieurs choses. Déjà de revenir à René Girard. Donc pour ceux qui ont déjà lu. Alors René Girard, on va pas faire un résumé, ce serait extrêmement prétentieux, mais juste qu'est-ce qui t'intéresse chez René Girard qu'on peut mettre en lien avec le sujet de ton livre? Alors dans ce matriarcat sacrificiel, justement, c'est cette vision que à la fin comme il y a une vision cyclique de l'histoire, il y a forcément la fin du cycle. Parce qu'à un moment donné, comme il y a une indifférenciation, je sais pas si on l'a dit ça d'ailleurs, l'indifférenciation c'est un des points très très importants du matriarcat sacrificiel. D'accord, une indifférenciation généralisée qui vient du double mind généralisé. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'indifférenciation du coup? Alors l'indifférenciation, c'est à un moment donné où tout se vaut. Okay. C'est ce qu'on vit aujourd'hui dans notre République. Les deux sexes se valent, ils sont indifférenciés. Oui. Il n'y a plus de hiérarchie. Un patron est égal à son employé. Et on arrive dans ce que René Girard appelle une crise sacrificielle. C'est pour ça que j'ai rajouté matriarcat sacrificiel, parce que les communautés primitives, et j'expliquerai que toutes les religions pré-chrétiennes font la même chose, pour se sortir de cette indifférenciation, vont avoir recours au sacrifice. D'accord. Par le biais d'un bouc émissaire. Là, si tu veux, je peux te donner un exemple d'une communauté primitive, les Tupinamba, sont des Indiens. Je connais bien les Tupinamba, puisque ça fait partie encore de ces communautés dont nos élèves entendent encore parler, puisque ils lisent souvent des textes, ils étudient des textes du XVIe siècle qui parlent de cette communauté. Et là, les Tupinamba ont un... Cannibale. Tout à fait. Voilà. Ils ont un rapport au cannibalisme très intéressant dans ma grille de lecture, parce que c'est un peuple très guerrier. Oui. Un peuple matriarcal, dans le sens dans lequel je l'analyse dans mon livre. Un peuple guerrier et peuple matriarcal, ça va très souvent ensemble. Donc ils ne tuent pas tout le monde. Ils font des prisonniers. Comment est-ce qu'ils traitent les prisonniers, ces cannibales? On pourrait se dire qu'ils se ruent dessus et qu'ils les déchirent. Bah si ils n'hésitent pas à les manger, on peut se dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'égards pour eux. Eh bien en fait, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Ils vont détruire ils vont détruire quasiment la grande partie de la communauté qu'ils ont rencontrée, mais ils vont en prendre un, ou plusieurs, qui vont insérer dans leur communauté, à tel point qu'ils vont leur donner une femme, leur donner un travail, et ça peut durer pendant 2, 3, 4, 5 ans comme ça. Parce qu'ils ont, je sais pas si c'est une conscience ou une inconscience, mais en tout cas, ils ont la connaissance, enfin, l'instinct, parce que la connaissance de ça, c'est les évangiles qui vont l'amener, on en parlera après. Ils ont l'instinct que, quand l'indifférenciation sera tellement généralisée, il faudra trouver un bouc émissaire, et ce sera le bouc émissaire parfait. Parce qu'il est à la fois différent, et il est à la fois dans la communauté. Toute la violence pourra se concentrer vers cette personne-là. Voilà, donc c'est chez Girard, donc la théorie du bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est celui sur lequel se concentre la violence de la communauté. Tout à fait. Pour résoudre un conflit ou une crise. Pour résoudre une crise et pour redémarrer un nouveau cycle. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'ordo ab chaos. Le désordre est là, il faut un nouvel ordre. Et on utilise le bouc émissaire pour passer de ce désordre au nouvel ordre. Ce qui tout de suite m'évoque peut-être aussi l'arrivée du christianisme. Tout à fait. Bon, on va pas anticiper, on va aller trop vite, mais on peut déjà penser à ça comme un passage. Donc ce serait pour mettre fin à un cycle et redémarrer un nouveau cycle. Tout à fait. On peut aller sur le christianisme tout de suite, si tu veux, là-dessus. Bah, je t'en prie, vas-y, je te laisse conduire. La grande différence entre ces communautés primitives, les religions pré-chrétiennes et hors chrétiennes, parce que je mets l'islam aussi dedans, c'est que le christianisme propose la fin des cycles et propose la fin de l'ordo ab chaos. Ok, alors avant de te laisser dérouler, donc pour remettre un petit peu d'organisation dans ce que tu dis, on aurait des sociétés pré-chrétiennes ou non chrétiennes, donc qui intègreraient les formes de paganisme. Alors je sais pas qu'est-ce que tu inclus dans le paganisme, est-ce que ça se circonscrit à l'Europe, ou est-ce que c'est ce qu'on retrouve aussi, je sais pas moi, par exemple en Inde, en Amérique du Sud, enfin, je sais pas à quoi qu'est-ce que tu inclus dans ces formes-là? J'inclus tout ça, ouais. Tu inclus tout ça. D'accord. Donc on aurait une forme d'homogénéité des communautés primitives et traditionnelles,
et ensuite le Ouais. christianisme qui va marquer une rupture. Alors évidemment, toutes les religions sont différentes. Ça, je serai le premier à le dire, et c'est ça qui me passionne dans mon travail, c'est de découvrir les... Oui, il y a toujours des singularités. Voilà. Mais les points de ce concept du matriarcat sacrificiel me permettent de comprendre ce qui les relie, en fait. D'accord, tu as trouvé une logique similaire, un Voilà. fond commun. C'est ce que je te disais tout à l'heure, dans mon livre, j'expliquerai pourquoi les païens modernes, Ouais, j'insiste sur moderne, ouais, sont beaucoup plus intéressés par l'islam d'accord. que par le christianisme. Bon, alors ça c'est voilà ce que tu me Ça, disais tout à l'heure. Je le dirai pas aujourd'hui parce que j'ai quand même envie de garder mes billes. On peut comprendre. Mais les gens peuvent comprendre de quoi il s'agit. Mais en tout cas, c'est une proposition intéressante et je pense que bah ça vaut le coup en tout cas de savoir comment tu l'analyses. Donc je te laisse reprendre si tu veux bien sur le christianisme. Alors sur le christianisme, alors en fait le Christ et son sacrifice, parce qu'il y a aussi un sacrifice, va mettre la lumière sur ce dont on a parlé, sur l'Ordo ab Chao et sur le mécanisme mimétique, comme l'appelle René Girard, pour montrer son inefficacité. C'est-à-dire qu'il va montrer que le bouc émissaire ne sert pas en réalité à amener la paix, il sert simplement à recommencer un cycle qui va réamener la guerre. C'est-à-dire que la violence conduit à la violence. Et le sacrifice du Fils de Dieu incarné montrera que, il va laver les péchés du monde par le sang coulé. Ça veut dire ça en réalité, ça veut dire que on montre que tout était inefficace dans les sacrifices antérieurs et qu'il ne sert plus à rien de sacrifier puisque Dieu lui-même s'est sacrifié, si tu veux. Alors, si je résume, les sociétés traditionnelles, le matriarcat sacrificiel repose par essence sur l'idée d'un sacrifice qui fait office d'arrêt du cycle pour démarrer un nouveau cycle. Et l'arrivée du Christ serait, on met un terme à cette idée de sacrifice qui entretient le cycle. Exactement. On met un terme à ça. On arrive finalement à une vision linéaire de l'histoire. Et surtout, c'est ça le grand apport des évangiles, c'est qu'on met la lumière sur ce mécanisme. Ouais. Parce que ce qui fait que les communautés primitives le faisaient, c'est parce qu'ils n'étaient pas conscientes de la chose. C'est pour ça que je parlais d'instinct tout à l'heure. C'est parce que une fois qu'on a compris que, en fait, on a choisi un bouc émissaire, on a forcément un mouvement de recul et on se dit, mais ce bouc émissaire, en fait, il est innocent. Il fallait que le Christ montre aux hommes l'aspect injuste finalement de leur démarche de sacrifice. Tout à fait. Il montre que la victime est toujours innocente. Oui. Ou en tout cas bien plus innocente que tous les crimes qu'on voudrait lui faire porter. Et c'est ça le grand apport, ça c'est René Girard qui l'explique très bien, c'est un des grands apports des évangiles qui sont une science de Dieu, clairement, mais ils sont aussi une science de l'homme, comme le disait Simone Weil. Ça c'est très très important, ce sera aussi un des fils conducteurs de mon livre. Très bien. Alors là je précise pour ceux qui nous écoutent et je pense que tu le montres bien, tu t'adresses à tout le monde. La question n'est pas de savoir si on croit ou pas dans le Christ, dans sa réalité historique ou dans sa réalité divine. Le problème n'est pas là. La question c'est de savoir qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça nous apprend. Et ce que tu proposes, c'est une lecture anthropologique, mais pas seulement, qui réinscrit l'arrivée du Christ dans un processus symbolique, qui serait la fin d'une vision cyclique qui était le matriarcat sacrificiel, et le début d'une ère nouvelle qui serait linéaire. Donc on aurait deux types de sociétés, les sociétés cycliques et les sociétés linéaires. Exactement, et on peut en déduire que le patriarcat a été... en tout cas, les germes du patriarcat sont là. Alors, je peux... Alors là, on va passer donc au patriarcat, c'est ça ? On peut y aller, je pense. Ouais. On peut y aller. On peut y aller, allons-y. Alors, pour expliquer le patriarcat, je vais d'abord passer par l'Ancien Testament. Parce que l'une de mes thèses, c'est que le patriarcat réel et le patriarcat accompli est catholique. Encore une fois, qu'on soit catholique ou pas, j'ai absolument rien contre... je préfère le dire quand même une bonne fois pour toutes, publiquement, je n'ai rien contre les différentes religions. Au contraire, je suis passionné par... Qu'on laisse les chercheurs chercher et exposer le résultat de leurs recherches sans rattacher leurs conclusions à des croyances ou à des opinions. Voilà, c'est pas. Je ne suis pas là pour créer des communautés catholiques. Voilà. Voilà, c'est pas. Voilà. On a une optique de chercheur, comme tu l'as dit. Donc, dans l'Ancien Testament, on va se rendre compte qu'il y a
ces points du matriarcat sacrificiel dont on a parlé. Et ça dès la Genèse. Donc, c'est quand même très important parce qu'on a vu la création un peu la création du monde dans une communauté primitive. On va voir la création du monde selon le judaïsme et l'Ancien Testament. Donc, on va pouvoir voir les points de comparaison. Donc, je ne lirai pas tout, hein, je te rassure. Okay. Alors, Genèse. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Son vis-à-vis. Son vis-à-vis, c'est très important, son vis-à-vis. Oui. C'est-à-dire que le double est déjà créé. Ouais. Et le double va être la femme, bien entendu. Mais là, on a déjà un point, on a le point du double mind, comme je disais tout à l'heure. Oui. Et c'est pas fini. Alors je passe sur la création du ciel, des champs, etc. Pour arriver à... Tadadam. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Double monstrueux, on a une indifférenciation qui se crée. On a des indices de matriarcat sacrificiel. Alors cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. On a toujours ce rapport d'indifférenciation et de double mimétique. Oui, oui. Je passe pour arriver vers la célèbre scène du serpent. Alors l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs de l'Éternel, que l'Éternel Dieu avait fait, pardon. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Là, on a une des pires indifférenciations que je montrerai dans mon livre, c'est l'indifférenciation entre l'homme et Dieu. C'est Homo Deus. On a déjà les prémices de l'intelligence artificielle dans la Genèse. Comme on les avait, je l'ai pas dit, dans la mythologie des Trobriandais. Ouais. Il y a l'explication de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Et j'en parlerai dans le bouquin. Ensuite, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Alors là, on a le désir mimétique. Le serpent qui montre ce qu'il désire, la femme prend la pomme, l'homme voit que sa femme désire la pomme, l'homme prend la pomme. Qui est un des signes majeurs du matriarcat sacrificiel. Alors, je continuerai pas la suite, parce que c'est trop long, mais j'apporte quand même un point, c'est que tout sacrifice mène à une nouvelle culture. C'est René Girard qui nous l'apprend aussi. Oui. Et on voit là que ce sacrifice, parce qu'il y a là, c'est une scène sacrificielle, va mener toute la culture humaine. Parce que juste après, Dieu sera très en colère et va nous dire, puisque c'est comme ça, toi, femme, tu enfanteras de manière douloureuse, Voilà. Pour manger, tu devras planter la graine, etc. C'est comme le sacrifice, là je vais pas lire, mais tout le monde connaît, de Caïn et Abel. Oui. Il y a une culture qui s'ensuit, les Caïnites. Romus, Romulus, il y a Rome qui se crée derrière. Tout à fait. Ça, c'est très important. Et c'est ça aussi qu'apporte, selon moi, le christianisme, c'est la volonté de ne plus créer de nouvelles cultures. Pas dans le sens culturel. Oui, j'ai bien compris. Ne plus créer ces nouvelles cultures qui sont d'essence satanique. Parce que, comme le dit René Girard, le mécanisme mimétique est EST Satan. Satan, c'est ça. Satan, on le retrouve dans tout ce que j'ai raconté juste avant. Dans ces doubles qui créent la violence, qui créent l'indifférenciation et qui créent ensuite le sacrifice pour créer une nouvelle culture en nous aussi. Bon, alors là, c'est extrêmement lourd, je dirais, comme analyse. Certains le savent peut-être, ceux qui nous suivent, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur Adam et Ève. Et je me souviens bien. Voilà, où je proposais une lecture toute personnelle, une interprétation philosophique de ce péché originel. Ce que tu apportes est intéressant, donc c'est vrai que étymologiquement, Satan c'est l'adversaire, donc on retrouve cette idée de ce qui est adverse, donc cette idée de
de dualité, de séparation. C'est un petit peu ça l'option philosophique que j'avais privilégiée, l'idée de séparation. Donc l'homme est séparé finalement de lui-même et de son origine divine. Et ce que tu nous dis, c'est que en fait, le matriarcat sacrificiel est lui-même basé sur cette idée de, alors comment on pourrait l'appeler, cette idée de séparation, d'antagonisme, cette dualité, ou est-ce que je définis mal les choses? Comment est-ce qu'on pourrait faire le lien, puisque tu as employé le mot satanique, alors là il y a des gens qui vont dire, ils vont se dire ah ça y est. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça signifie? J'utilise à dessein ce terme de satanique parce que René Girard l'a utilisé lui-même. Je l'utilise dans ce sens-là et pas dans le sens de... Pas dans le sens polémique. Pas dans le sens conspi ou je ne sais pas. Je l'utilise dans le sens de la recherche. Tout à fait. Ni plus ni moins. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des termes qu'on emploie qui peuvent avoir une connotation religieuse pour certains, mais qui sont des termes issus de la recherche scientifique et anthropologique. Il faut revenir à l'étymologie pour bien comprendre de quoi on parle. Et Satan signifie aussi l'accusateur. L'accusateur. Ce qui dans ce matriarcat sacrificiel du bouc émissaire. Oui. L'accusateur, c'est toujours celui qui est derrière l'épaule, qui dit non mais regarde, c'est lui là-bas. Ouais. Ce sera lui le bouc émissaire. C'est d'ailleurs, il y a des scènes de rivalité mimétique dans les évangiles qui sont assez fortes. Là, je les ai pas, ce serait trop long pour les retrouver, mais on se rend compte que le Christ est victime aussi de cette crise mimétique. Oui. Même ses plus fidèles, même Pierre va le renier 3 fois. Tout à fait. Dans des scènes de crise mimétique qui sont absolument magnifiques à lire, parce que Pierre était avec le Christ, c'est-à-dire qu'il était contre la foule. C'est ça aussi un apport du christianisme, c'est qu'on comprend que la foule est mauvaise. Ouais. Il était contre la foule et il s'y remet. En répondant 3 fois, non, je ne le connais pas, il le renie 3 fois. Donc la foule est mauvaise au sens où c'est le mimétisme qui la régit. Tout à fait. Donc, par mimétisme, on en arrive au sacrifice. Exactement, et dans une foule, on est indifférencié. On est indifférencié. Oui, la masse, d'ailleurs, les études sociologiques qui ont pu être menées vont toutes dans cette direction, c'est-à-dire que la foule devient presque une individualité, une personnalité propre qui réagit de manière souvent pulsionnelle et violente. Tout à fait, exactement. Et il fait jamais être bon, être livré à la foule, quel que soit le motif. Exactement, il y a des passages magnifiques où Jésus lui-même, face à la foule, se met en retrait. Il y a une scène, j'invite les gens à lire les évangiles, bien entendu. Il y a une scène où il décide de ne pas répondre à la question, il prend le temps de dessiner par terre. Parce qu'il sait que s'il répond de manière frontale, il y aura ce cycle mimétique qui va se mettre en œuvre. Et son heure n'est pas venue. Son heure n'est pas venue. Mon heure n'est pas encore venue. Donc là, tu fais le lien avec une autre question que je voulais te poser, c'est dans les évangiles, Jésus accepte son sort, il accepte la trahison, même Judas, d'une certaine manière, le trahit avec son consentement. Donc ça veut dire que Jésus assume et il endosse complètement ce rôle de bouc émissaire. On pourrait se dire, là encore, une lecture un petit peu naïve, mais pourquoi l'avoir accepté? Quel était le but finalement de faire ça? Alors est-ce que c'est, ce que tu disais tout à l'heure, démarrer une nouvelle ère qui ne soit plus basée sur ça? C'est ce que je pense, et je pense aussi que c'est pour dévoiler. Dévoiler, Quand voilà. on parle d'Apocalypse, c'est le dévoilement. Voilà, il faut rappeler que l'Apocalypse, c'est le retrait du voile, littéralement. Exactement, donc on dit l'Apocalypse, c'est la fin du monde. Ouais. Certains disent la fin des mondes. Oui. Ça correspond à la vision cyclique de l'histoire. Et je pense, en tout cas pour les chrétiens, c'est le dévoilement. Et là, les évangiles dévoilent tout ce système ce que moi j'appelle le matriarcat sacrificiel qui mène à leur dos à chaos. Et pour les croyants, Jésus est Dieu. Il y a cette chose qui est mal comprise aujourd'hui, c'est que, par exemple, Yann Moix dit souvent que vous n'avez rien compris, le christianisme c'est la religion du Fils, c'est pas la religion du Père. Ouais. Ce qui est totalement faux. Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu incarné. Jésus est Dieu également. Ouais. Jésus, c'est le Père aussi. C'est là où le patriarcat prend tout son sens, parce qu'il y a un mimétisme positif, qui serait le mimétisme envers le Christ, qui ramène directement vers le Père. D'accord. Et donc vers la transcendance. On sort de l'immanence du cycle pour arriver vers la transcendance. Bon, écoute, ça nous fait une superbe transition pour la suite. On va faire une petite pause, et puis on rattaque sur le patriarcat. Et, ça marche. On continue donc nos recherches et notre réflexion. À tout de suite.